le New York Times qui lance un procès contre OpenAI. Vous avez peut-être entendu parler de ce procès, mais je pense qu'il est important de le détailler parce que tout n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser. Ce qui se passe, c'est qu'il cristallise avec ce procès ce qu'on dit sur OpenAI et sur l'IA en général depuis un bon moment, c'est-à-dire que les modèles de langage utilisent des contenus copyrightés. De ce fait, quand ils recréent du contenu, eh bien, le contenu recréé est sujet au copyright du contenu qui a été utilisé pour créer les modèles. Et ça, c'est la question ou l'interrogation qu'il y a sur tous ces modèles de langage qui sont évidemment entraînés sur des tonnes et des tonnes de textes ou d'images ou des dizaines de milliers de millions de documents, que ce soit pour le texte ou pour l'image. Et donc, le fait que le New York Times se lance dans un procès va nous donner la réponse à cette question qu'on se pose depuis 1 an et demi. Est-ce qu'un contenu créé par un modèle de langage ou un modèle d'image, enfin par les modèles d'IA générative, sont sujets au copyright ou non ? En tout cas aux États-Unis, puisque le procès a lieu aux États-Unis. On pourrait s'arrêter là et se dire, peut-être que oui, peut-être que non, c'est au juge d'en décider, au procès d'en décider. Évidemment que ça sera le cas, mais il y a des détails intéressants à explorer dans le procès. Parce que les experts, qu'ils soient des experts techniques ou juridiques, sont assez divisés sur cette question. Il y a des experts techniques qui vont dire ce qu'on recrée, c'est pas sujet au copyright. Il y a des experts juridiques qui vont dire la même chose et des experts juridiques qui vont dire le contraire. Le procès en lui-même a une argumentation qu'il est intéressant de détailler. Ce que dit le New York Times, c'est pas simplement il y a de notre contenu du journal qui a été utilisé pour créer le modèle de langage, donc on doit être compensé. Parce que le problème du copyright, c'est pas l'ingestion des modèles, mais c'est ce qu'ils créent derrière. Et ce point est important, c'est-à-dire que on ne peut pas, en tout cas aux États-Unis, dire qu'il y a une infraction au copyright si ce qui a été créé n'est pas une infraction au copyright. Si Midjourney a été entraîné sur énormément de contenu copyrighté, peut-être que ça c'est un problème, mais la question du copyright qui pose problème, c'est est-ce qu'il va ressortir derrière du contenu qui contrevient au copyright ? Si Midjourney ne fait que des contenus originaux qui n'ont rien à voir avec le contenu ingéré, et bien alors le cas pour dire c'est une infraction au copyright est vraiment difficile à défendre. Et c'est la même chose pour le texte. Si ChatGPT a été entraîné sur un corpus qui inclut tous les articles de l'histoire du New York Times, mais que ce qu'il ressort n'a rien à voir avec les articles du New York Times, eh ben c'est difficile de dire qu'il enfreint le copyright. Il y a 2 choses dont je vais parler. D'une part, un article de IEEE Spectrum qui détaille cette question, qui étudie cette question, et qui montre, pour Midjourney en tout cas, que quand on lui demande des choses, c'est-à-dire pour l'image, quand on lui demande des choses qui n'ont rien à voir avec, dans la requête des films copyrightés, eh ben, il peut ressortir des contenus qui sont vraiment du contenu copyrighté. Par exemple, si on lui demande un robot doré dans l'espace, eh ben, il va ressortir Z6PO. Un dessin animé tout jaune des années 90, il va ressortir les Simpsons. Alors, évidemment, on comprend bien ce qu'on cible avec cette demande. Il n'empêche qu'il ressort exactement l'image en question. Pour le New York Times, c'est du texte. Donc c'est un petit peu différent. Le procès que fait le New York Times a dans ses arguments le fait que ChatGPT peut ressortir dans ses réponses des articles verbatim du New York Times. Si on s'arrête là, on se dit « Oh mais mon Dieu, évidemment, ça c'est inacceptable, il a ingéré du New York Times et il ressort du New York Times. » Évidemment que c'est une infraction au copyright. La réalité est un petit peu plus compliquée. Ce qui se passe dans le procès, c'est que la manière dont ils argumentent leur argument, c'est qu'ils disent ils ont créé des requêtes dans lesquelles ils incluent le titre de l'article, l'URL de l'article et plusieurs paragraphes du début de l'article. Vous vous souvenez que les modèles de langage, en particulier texte, il imagine la suite d'un texte à partir du début du texte. Et bien là, on lui donne tous ces éléments et le début de l'article. Et dans de nombreux cas, il ressort l'intégralité de l'article. On va dire à 80-90% de l'article. Et là, vous dites, ah bah ok, c'est une situation tellement particulière. Attends, il lui a donné 3 ou 4 ou 5 ou 7 paragraphes de l'article.
Ouais, faut pas exagérer, évidemment qu'on va avoir le résultat de l'article. Sauf que, et là on refait un retour de pendule, il y a plein d'outils d'IA qui pourraient prendre le titre de l'article qui est accessible gratuitement, puisque le New York Times a un paywall, qui prend la partie de l'article qui est accessible, le début de l'article avec les paragraphes qu'on peut voir, sans payer, et qui va ressortir donc l'ensemble de l'article, peut-être pas pour les articles d'aujourd'hui, mais pour les articles qui ont été ingérés par le passé. Et donc, on pourrait concevoir un outil qui est spécialement dédié à faire ça. Il y a un problème de fond, c'est-à-dire que c'est pas comme ça que fonctionne le copyright. Le copyright ne t'empêche pas d'aller lire des sources. C'est-à-dire que si par exemple tu es passionné d'économie et que tu lis le Wall Street Journal tous les jours et qu'un jour sur le sujet qui t'intéresse le plus, je sais pas, l'énergie par exemple, tu prends un bouquin, bah, il va être informé de l'inspiration que tu as eue en lisant le Wall Street Journal tous les jours pendant 20 ans. Pour autant, c'est pas une violation du copyright. L'inspiration n'est pas une violation du copyright. Les arguments sont un peu spéciaux parce que quand tu dis à ChatGPT, voici le corpus à partir duquel tu vas travailler et que tu lui donnes le lien de ton article en disant maintenant écris-moi le 7e paragraphe, tu peux pas l'accuser de plagiat quand il t'en remontre les 6 premiers paragraphes. La meilleure défense, et c'est d'ailleurs je pense qu'on dit les avocats de ChatGPT, c'est de dire attendez mais vos contenus à aucun moment ne sont stockés verbatim chez nous. Oui, mais si tu lui donnes les 3 premiers paragraphes et qu'il te ressort les 3 suivants, c'est difficile de dire ils sont pas stockés verbatim puisqu'il t'a ressorti les 3 suivants verbatim. Ce que tu dis est exactement exact. C'est la question en fait que posent tous ces procès et cette question qui est à la fois sociétale et presque philosophique. Est-ce que le fait de s'être inspiré de tous ces contenus constitue une violation du copyright, surtout que tu vas dire oui, alors je me suis inspiré de tous les articles de The Economist pour sortir ma version. Là, il y a un retravail dessus, il y a un travail qui est fait par une personne humaine, un cerveau, mais là, on parle plus de la même échelle. C'est un petit peu comme quand on passe de, je sais pas, la bêche à l'industrialisation de l'agriculture. C'est plus les mêmes conditions, c'est plus le même contexte, et donc on peut plus appliquer les mêmes règles. Là, en l'occurrence, on a des outils, des machines qui vont pouvoir recréer des choses. Quand on parle de ces images créées par Midjourney, eh ben, il n'y a peut-être pas dans la mémoire du modèle les images de Dark Vador et des Simpsons, mais il n'empêche qu'il les recrée verbatim pour le texte. C'est exactement ça. Pour la question du texte avec le New York Times, oui, il a besoin des 3 premiers paragraphes, mais il te ressort les 3 suivants, verbatim. Peu importe qu'il y soit stocké ou pas, comment ça fonctionne derrière. S'il te ressort le texte mot à mot, bah, il te ressort le texte mot à mot. Mais si tu veux, c'est comme tous ces outils qui permettent de résumer quelque chose, de résumer une idée. Il y a un exemple qui est donné dans le procès en disant quel est le meilleur aspirateur selon Wirecutter. Wirecutter, c'est le site high-tech de test du New York Times. Et évidemment, ChatGPT te fait le résumé du dernier test d'aspirateur de Wirecutter. Est-ce que c'est une violation du copyright? Non, parce que c'est exactement ce qu'aurait fait un rédacteur humain. Payer un rédacteur humain pour faire un travail, ça a un coût qui limite la possibilité d'industrialiser la chose, de le faire à grande échelle. Là, si le coût est divisé par 200, eh ben, tout à coup, c'est plus le même contexte. C'est ce que je disais par rapport à la bêche et au tracteur. C'est plus le même contexte, oui, tu ne peux pas appliquer les mêmes règles. La loi sur le copyright ne fait pas ce genre de distinction. C'est exactement ça. Il y a des choses qui violent le copyright et des choses qui ne le violent pas. C'est exactement ça la question. Est-ce qu'il faut la changer ? C'est ça que pose la question que pose ce procès. Est-ce qu'il faut changer la loi sur le copyright? Et tout à coup rendre acceptable des choses parce qu'elles sont faites par les humains. Ouais. Le procès insiste vraiment sur cette partie génération de contenu et pas l'inspiration, comme tu le dis. Donc ils sont bien conscients au New York Times qu'on a lu nos contenus pour créer vos modèles de langage. C'est une question qui est différente. Là, ça porte sur une autre question. La réponse de OpenAI, c'est en gros, il faut quand même vraiment avoir des prompts très très ciblé et limite anomalytique pour obtenir ces résultats. Donc vous avez un petit peu trafiqué votre procès. Je ne sais pas si la vérité est d'un côté ou de l'autre ou entre les deux. Le procès donnera la réponse. J'ai l'impression que toi, tu es un petit peu hostile à cet argumentaire du New York Times. C'est un truc où il faut... Le problème, c'est les effets de ce genre de choses. Que recherche le New York Times, en clair? Il cherche un modèle de licence. En disant, très bien, vous allez venir... indexer mes contenus, c'est un peu Google News all over again, tu vois ce que je veux dire. Est-ce que des gens vont pouvoir aller lire du contenu du New York Times sans passer par le New York Times?
Ça on comprend, c'est un vrai danger mortel. Ça a été 20 ans de débat sur Google News, même si Google a donné aux éditeurs 1000 outils pour, de manière très fine, décider ce qui peut aller sur Google News, ce qui peut pas y aller, de manière limitée, ouverte, payante, etc. C'est ce que dit aussi OpenAI d'ailleurs, vous avez des outils pour demander à ce qu'on ne soit pas intégré comme pour les moteurs de recherche, à ce qu'on n'intègre pas votre contenu. Tout à fait. Le problème, c'est que ce modèle de licence, il ne va marcher qu'avec les plus gros, qu'avec OpenAI, qu'avec etc., etc. Et on est quand même à un moment de l'histoire où il se passe plein de choses, où il y a encore de la place pour de nouveaux entrants. Ce serait dommage de mettre dès maintenant un péage sur une route dont le macadam est encore frais, tu vois ce que je veux dire. Il y a encore matière à innover, donc il y a un danger à arrêter des règles qui d'un coup seraient des espèces de barrières à l'entrée. Tu remarques que les plus gros, ils se plaignent assez rarement de ce genre de choses. Donc, d'un coup, s'il y a un ticket d'entrée, une espèce de barrière à l'entrée réglementaire, etc., ou financière, qui fait que le modèle économique au début tient plus, bah, il y aura moins de nouveaux acteurs, il y aura moins d'innovation. Donc c'est quelque chose quand même à manier avec parcimonie. Moi, ce que j'en conclus, c'est que OpenAI est en train de travailler avec différents acteurs, différents éditeurs, pour justement faire des licences pour utiliser leur contenu. Apple est sur cette ligne également. Donc je crois qu'il y a des histoires qui vont se régler de cette manière. Et c'est pas forcément plus mal. Évidemment qu'ils défendent leur bout de gras au New York Times. Ils essayent de se faire payer de la meilleure manière qu'ils puissent. OpenAI essaye de ne pas payer. D'ailleurs, ils disent on essaye de travailler à réduire la régurgitation, ce qu'ils appellent la régurgitation, c'est-à-dire le fait de recréer un article verbatim. Et puis en parallèle de ça, ils sont en train de payer. Et puis en payer pour licencier du contenu. Et puis en parallèle de ça, il y a des procès qui vont donner des réponses légales et sociétales à ces sujets. Je pense qu'il est important, effectivement, de ne pas étouffer certaines évolutions, certaines innovations. Il est important aussi de protéger le contenu qui sert à créer ces choses-là. Je crois que ça va se décanter un petit peu tout seul, grâce notamment à des choses comme ce procès du New York Times.